t'imaginais ça par exemple en genre 2005, 10 ans après tu sois édité au Japon? Mais pas du tout, mais jamais, non. Non, moi je me lance dans des projets en me disant je me lance parce qu'il faut me lancer, mais j'imagine jamais que ça va marcher. Ouais. Je le fais parce que si je le fais pas, j'ai toujours des regrets. Il vaut mieux faire et que ça marche pas plutôt que ne pas faire. Okay. C'est interdit les nuits blanches. Ça peut être attractif parce qu'on se dit ouais non mais là j'ai trop de boulot, si je fais une nuit blanche ça va être fini et puis après c'est bon, je vais me reposer. Sauf que le corps il se rappelle de ça. Et le corps, après, il vous le fait payer. Puis on copie trop ce qui existe déjà. À quoi ça sert d'aller lire vos histoires puisqu'elles existent déjà ou en similaire. Donc, pour avoir votre propre originalité, je pense qu'il est très important de lire énormément de choses. Tu es une personne rêveuse, optimiste, désordonnée de 1m70, née en 1975. Tu n'aimes pas les foules, du genre très peu. Tu es du signe astrologique Sagittaire. Tu es imbattable à Bomberman. Tu aimes le gratin de ravioli. Tu t'appelles Elsa Brand. Tu es mangaka. Et tu fais 200 pages en plus ou moins 6 mois. Est-ce que tout ça, c'est vrai? Alors, 1m73. Ok. Gratin de ravioli, oui, mais pas que. Ok. Parce qu'on ne se nourrit pas que de ça. Bomberman, je pense qu'il va falloir tester. Hein. On peut pas se vanter sans tester. Hein. Voilà. Donc quand tu veux, quand vous voulez tous. 200 pages en 6 mois, j'avoue maintenant un peu moins. Un peu moins parce que ouais, voilà, j'ai plus 20 ans. Mais je pense que j'ai quand même un bon rythme. Ok. Donc fin d'interview, là on a eu toutes les infos. C'est bon pour toi? Voilà, c'est bon. Okay, le gratin doit être prêt. Si tu veux, on y va. Alors c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui on tourne en extérieur. On est chez toi, dans ton jardin plus précisément, avec une flopée de moustiques qui nous agressent. Alors, qui t'agressent, donc ils sont bien ils sont éduqués, bon, donc moi okay, ça me va, écoute, je n'ai pas de problème. Comme je t'ai dit, j'ai pas mal de questions à te poser, mais on va revenir un peu sur ton parcours. Toi, t'es un peu ce classique du « j'ai découvert les mangas grâce aux animés ». Parce que quand t'étais petite, il n'y avait pas de manga. Et oui, en fait, les premiers mangas en papier sont arrivés d'abord importés en japonais et pas en français. Ouais. Mais j'avais déjà 15-16 ans à cette époque-là. Donc tout avant mes premières années, j'ai découvert les animés, Club Dorothée et les autres chaînes qui diffusaient des animés. Je suis tombée dans le manga grâce aux animés. Dans le manga? Oui, dans le manga aussi. Okay. Oui, bravo, ça va. Waouh. Ça va. De ce que j'ai pu comprendre, quand t'étais petite, tes parents ils voulaient pas que tu regardes des animés. Et toi t'étais assez inventive. En fait, ça fait partie de cette génération où les parents ne voulaient pas qu'on regarde la télé tout court. Ouais. Tout court. C'était même pas juste les dessins animés japonais. Non, c'était juste allumer la télé. Non, il fallait être dehors, jouer en extérieur parce que c'était plus sain. Maintenant que je suis maman, je comprends leur point de vue. C'est pas pour autant que j'oblige mes enfants, mais je comprends leur point de vue. C'est vrai que peut-être un peu d'extérieur, ça m'aurait fait du bien, mais je suis une personne d'intérieur et je me suis tellement évadée grâce aux mangas, aux animés. Je me suis fait tellement de voyages intérieurs. Enfin, c'était tellement magique pour moi que, j'ai pas ressenti ça comme un confinement, on va dire. Et donc c'était interdit. Il y avait le goût de l'interdit. Du coup, je transgressais cet interdit quand mes parents étaient pas à la maison. J'enregistrais les épisodes sur cassette parce que à l'époque, les épisodes, ils passaient à heure fixe. Si tu loupais l'heure, tu loupais ton dessin. Pas de streaming. Non, pas de streaming. Donc j'enregistrais et puis après, quand il y avait personne à la maison, je regardais toutes mes cassettes. Et quelquefois, je regardais encore et encore et encore. Oh, Vegeta sous la douche. Ah ouais? Ah oui. Mieux que Mark Landers? Landers qui enlève son maillot. Ah. trop fort. J'ai même, je sais pas si tous. Alors, il faut savoir qu'une grosse partie des infos que j'ai pu réunir sur toi, ça vient de deux choses: les interviews que t'as pu faire avec Kana, etc., qui sont sur YouTube, mais aussi de la BD que t'as fait. Enfin, du manga que t'as fait. Oui. C'est un manga qui est quand même qui est autobiographique, mais qui a un ton qui est très humoristique. Donc, il y a des infos qui sont peut-être complètement exagérées parce que justement pour tenir dans les propos de la BD. Mais tu dirigeais vraiment l'antenne pour essayer de choper les dessins animés espagnols? Ouais. Ok. Ça, je l'ai fait. J'ai même fait pire que ce que j'ai raconté dans le dans le manga. Mais il y a des choses qui seront peut-être répréhensibles. Mais le coup de, par exemple, partir à 3h du matin en pleine nuit avec mes sœurs déguisées en cat size dans la rue, ça, on l'a fait. Ah ouais? Mes parents l'ont appris quand ils ont ouvert le manga, d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Ah oui, donc combien de temps après? Genre 30 ans après? Oui, on va dire 30 ans, ouais. Incroyable. Mais n'empêche que tout ça, ça forge aussi un peu
ta culture qui se tourne autour forcément du manga, de la BD, etc. De 9 à 15 ans, tu dessines 900 pages sur une seule histoire. Oui. C'est long. Oui, c'est vrai, je peux te la montrer. C'est vrai. Après, tu l'as encore? Ça ressemble à rien. Alors mes premières pages, c'était en fait, comme j'étais vraiment très influencée par les animés, c'était une page, c'était une image. Ok. Donc je refaisais en fait comme si c'était un animé, mais je prenais que des plans de séquences qui pouvaient résumer la phrase. Et je m'amusais pas à faire vraiment comme un animé. On peut pas faire un flip book avec. Mais au fur et à mesure, je rajoute des cases. Et les dernières pages, c'est des pages. Ça faisait presque comme un genre de storyboard d'animé. Voilà. Ok, je vois. Et ça parlait de quoi tout ça? Oh là 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 là. Oh. Disons que j'étais très influencée par pas mal de dessins animés. Donc, en gros, au tout début, on se trouve dans une salle de collège où il y a une jeune fille qui arrive tout à coup. Et elle est nouvelle et il se trouve que c'est une extraterrestre. Au fur et à mesure des pages, elle assiste à un match de foot de ses camarades masculins. Mais tout à coup, il y a une femme à moitié plante qui attaque le terrain de foot et du coup, la jeune fille, l'extraterrestre, elle devient une magical girl, elle se met une armure et elle va combattre la femme plante. Ok. Et je crois que vers les dernières pages, on se rend compte qu'on est dans un monde post-apocalyptique où le reste de la planète, à part la ville où on se trouve, le reste de la planète a été totalement détruit, où les gens sont scindés en 2 tribus. Enfin bon, il y a vraiment un gros mélange de plein d'influences. Il y a un melting pot de beaucoup aimé. En fait, en fonction de ce que tu regardes, c'est l'histoire. C'est ça. Je vois. C'est normal quand on est très jeune, on est très influençable, c'est normal. Et donc oui, ce qui m'avait plu, j'avais envie de le retranscrire. Carrément. Dans la BD, tu mets aussi en avant le fait que quand t'étais petite, t'étais aussi assez solitaire. Tu penses que c'est à cause des animés ou rien à voir? Non, je pense que c'est parce que j'étais solitaire que j'ai aimé les animés. Pas l'inverse. Oui. Okay. J'étais encore maintenant, je suis très introvertie. Ça se voit beaucoup moins parce que j'essaie de jouer davantage et d'aller un peu plus vers les autres, mais je suis quand même quelqu'un de très timide, qui peut passer des jours, voire des semaines sans parler à personne d'autre que mon mari ou mes enfants, puisque mon bureau est à la maison. Mais oui, non, c'est parce que je suis solitaire que je me suis beaucoup intéressée aux univers imaginaires. Ça me permettait justement de voyager. Quand tu entames, donc tu fais ton collège, ton lycée, tu dessines? Parce que là, en fait, tu fais cette BD, donc là, tu dessines beaucoup. T'as déjà en tête que tu veux évoluer dans ce monde-là? En fait, j'avais 2 rêves. Je voulais être actrice. Ça, c'est un foreshadowing. Je voulais être actrice et je voulais être créatrice de bande dessinée. Okay. Le petit inconvénient en étant actrice, c'est que on ne travaille pas seul. Normalement, on est avec toute une équipe et voilà, très introvertie, très timide. Je sentais que j'allais avoir beaucoup de mal à me vendre aux autres. Donc, mon deuxième rêve, c'était de raconter mes histoires au format manga parce que j'étais une grande consommatrice. Ça, c'était beaucoup plus accessible puisque je peux faire ça de mon bureau toute seule sans voir personne pendant de longues journées. Tu vois, moi, j'ai l'impression que mangaka, ça se rapproche plus du taf de réal que d'acteur, tu vois. Non, je pense qu'il y a des deux en fait, parce que pour la partie graphisme, oui, mais pour la partie écriture et des dialogues, t'as besoin quand même d'avoir des personnages très humains, très vivants, avec des caractères bien définis. Donc je pense que ça peut aider. Mais t'avais pas prévu d'études dans un de ces 2 cadres? Alors très sincèrement, quand j'ai prévu mes études après le bac, il n'existait pas d'école de manga. Bien sûr. Il existait 3 écoles de bande dessinée. Il y en avait 3. Elles étaient sur concours où elles étaient très chères. C'était quoi? C'était Angoulême? Tu avais Angoulême, Gobelin et Émile Coll à Lyon. Ok. Et donc quand j'ai tenté les concours, clairement j'avais déjà un style manga et ça me plaisait pas. Et parce que c'est en quelle année ça? C'est en 92 ou 94? C'était hier, c'était en 94, oui. Ouais, c'est ça, c'était 94. Non, c'était pas il y a 30 ans. 20 ans? 30 ans? 30 ans. Waouh. Faut pas 20, dire. Couper les caméras. 10 ans. 10 ans, c'était il y a 10 ans. Donc en 94, il y a 10 ans.
Tu tentes les concours. C'est pas une réussite. Bah, disons que j'avais un graphisme dans ce que je montrais, il fallait montrer des dossiers. Mon graphisme était clairement manga, donc ça leur plaisait pas. Du coup, je me suis tournée vers d'autres écoles d'art pour pouvoir progresser dans le dessin, mais ne serait-ce que le fait d'avoir un style bande dessinée, ça ne leur plaisait pas beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, je me rendais beaucoup en festival. Okay. Je rencontrais des auteurs professionnels et je leur ai posé la question, quel est votre parcours, quelles études avez-vous faites pour arriver à un niveau professionnel? Et très sincèrement, il y en a très très peu qui a fait des ça rigole. C'était beaucoup d'autodidactes, beaucoup de reconversions, et ils m'ont dit bah non, mais si tu veux obtenir le bon niveau, tu travailles par toi-même et tu l'obtiendras. Il y a pas besoin de diplôme. Les éditeurs, ils ont pas besoin de diplôme. Ils ont besoin de compétences. Et aujourd'hui, tu vois, maintenant que t'as sorti plein d'albums, que t'as été coloriste sur plein d'albums, que t'as eu tes propres séries, etc., t'en penses quoi? De mon parcours? Ouais, plus du fait, est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé de faire une école ou en fait Je pense que si à l'époque il avait existé des écoles de manga, ça m'aurait permis d'avoir un niveau professionnel plus rapidement. Okay. Maintenant, est-ce que j'aurais eu mon style à moi? Je ne sais pas. C'est difficile à dire parce que ne l'ayant pas vécu, je peux faire que des suppositions. Ouais, donc je sais pas. Je suis contente de la personne que je suis maintenant. Et voilà, non, si tout était à refaire, je referais pareil. Tu referais la même? Zéro regret? Yes. Trop fort, ça c'est une bonne réponse. Plus tard, tu vas au Japon? C'est cool? C'est trop cool. J'y suis allée 3 fois au Japon. Je suis allée en 95. Ouais. En 95, je m'étais faite une amie japonaise qui était venue à Montpellier pour apprendre le français. Miyako. Ouais, Miyako. Et moi, j'apprenais le japonais. On est devenus amis pour s'aider dans nos C'est un café de langue ou quelque chose comme ça? C'était à la fac d'art plastique de Montpellier. Okay. Donc t'as fait la fac quand même? Je suis allée à la fac. Est-ce que je l'ai faite? Okay. C'est un grand mot. Il y a eu ton nom dans les registres à un moment donné. J'étais en cours de japonais, en cours de karaté, et en cours de bande dessinée, ça, il y a aucun problème. Sociologie de l'art, j'étais présente, mais seulement physiquement, tu vois, le corps, il était ailleurs déjà. Ok. Et donc, j'ai rencontré Miyako à la fac de Montpellier, et tous les week-ends, toutes les vacances, je l'invitais à la maison parce que elle était en France, elle avait pas de famille, sa famille était à Tokyo. Puis à l'époque, c'était peut-être à l'époque, comme si c'était il y a moins de 10 ans. C'était hier. Mais il y avait peut-être aussi moins d'Erasmus, de choses comme ça, tu vois, d'étudiants étrangers, parce que maintenant en vrai les facs elles sont bondées d'étudiants étrangers, tu vois, il y a plein d'Erasmus. Je te dirais qu'en tout cas en fac de lettres il y avait quand même pas mal d'étudiants de tout pays qui venaient étudier le français. Ouais. Ok. Et tu kiffes le Japon? Ah, mais trop bien. C'est une consécration un peu d'y aller? Oui. Oh, c'est trop bien. Mais je suis allée donc 2 mois chez Miyako puisqu'elle m'a hébergée. Ah ouais. Pendant 2 mois. Chez l'habitant. Chez elle, chez ses cousins, ses cousines, ses tantes. Chez les Japonais, voir comment ils vivent. C'est d'ailleurs là que j'ai parfait mes compétences en Bomberman. C'est vrai? Yes. Ouais, ça a beaucoup joué à Bomberman. Avant Bomberman, j'étais une quiche. Tu sais que je croyais que t'allais me dire, c'est d'ailleurs là que j'ai parfait mes compétences de mangaka. Mais non. Alors, très sincèrement, j'ai appris la calligraphie. Okay. Ça m'a aidé pour le pinceau, mais sinon, ouais. Parce que tu dessines au pinceau? Alors, je dessine mes onomatopées au pinceau. C'est vrai? Ah, c'est stylé, ça. Dans un monde où tous les auteurs sont en digital. Oh, ça m'arrive, je fais des mélanges des fois aussi, je suis en digital. Très sincèrement, je fais pratiquement tout sur papier, et en digital, quelques onomatopées, et tout ce qui est trame et texte, ça, ouais, c'est en digital. Il y a des choses quand même qui sont obligées. C'est plus pratique et plus économique. Ouais, oui. Je te jure. T'aurais pas aimé faire tes petits post-it de lettres pour mettre dans les bulles? C'est compliqué. Compliqué. Surtout que j'essaie de me surveiller, mais je fais quand même beaucoup de fautes. Une fois que j'ai envoyé mes pages à mon éditeur, il me renvoie ensuite la version avec le correcteur et il me demande, voilà, là, il y a une grosse faute, là, il y a un problème de grammaire, là, il y a une redite, une répétition de phase, donc je suis obligée de changer mes textes. Donc t'imagines, les refaire, ouais, non, c'est plus facile en digi, ouais, clairement. Et aussi pour les versions étrangères, j'envoie mes fichiers à l'éditeur espagnol et il les traduit beaucoup plus facilement que si c'était tout en papier. Est-ce que t'es édité en France, en Espagne? Oui. Cool. Ouais. Tu parles espagnol? Entiendo el español, pero hablo muy mal. Que guay. Muy bien. Hangogo? Coréen? Ah non, déjà l'espagnol c'est compliqué. On va se mais c'est au bien français. déjà, c'est bien. Je suis d'accord. Tu rentres en France? Ouais. Est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que tu t'inscris dans une fameuse asso qui fait de la BD amateur? C'est à peu près peut-être 2 ans après mon premier voyage au Japon. Okay. Oui. Ouais. Parce que ça c'est quand même je trouve être
dans une asso, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est quand même aussi je sais pas, une facilité après pour se lancer parce que t'es accompagné de personnes, tu vois, genre, je sais pas, tu peux discuter de tes projets. Oui. T'es pas d'accord? Oui, ça dépend de l'asso. Ils étaient très gentils, mais les autres personnes, c'était des vieux, ils avaient plus de 30 ans, tu te rends compte? Ah, j'imagine. Et donc, ils avaient une famille, ils avaient un vrai boulot à côté, donc ils étaient pas aussi motivés aussi à fond que nous. Ils pouvaient pas. C'est normal parce qu'ils avaient un autre métier à côté, ils avaient des enfants à s'occuper. Bien sûr. Dans cette association, on devait faire un trimestriel. Okay. Et on en faisait un tous les 3 ans, donc c'est ça, voilà, ça pose problème. c'était pas le même rythme que je pouvais avoir. Et quand tu dis ils avaient pas le même rythme que nous, il y a qui dans le nous? Eh bien, c'est dans cette fameuse association que j'ai rencontré Guillaume Lapère, donc mon mari maintenant. Il était venu pour accompagner un pote. Lui, il voulait pas du tout faire de la bande dessinée ou du manga, il voulait être rockstar. Ah ouais? Et apparemment, il a changé d'avis après m'avoir rencontré. Donc, apparemment, c'est ma faute. Voilà, tout ça, c'est ma faute. On peut demander vérification à la source? Oui, bien sûr. Guillaume, c'est vrai tout ça? Et le truc en plus, c'est que donc il voulait être rockstar, mais il faisait des études de droit. Ah, d'accord. Et un mois après, le moment où on a décidé de se mettre ensemble, il a annoncé à ses parents, pile un mois après, qui arrêtait ses études de droit. Ok. Ça a été ta faute? C'est ma faute. Tout est ma faute. C'est toujours ma faute. Ok. Je t'aime, mon chéri. Tous les deux, là, à ce moment-là, c'est très BD, très manga? Alors, à ce moment-là, quand on s'est mis ensemble, j'ai trouvé un job. Okay. Je suis devenue, en fait, je sortais d'une formation après la fac, j'ai fait une formation professionnalisante dans laquelle j'ai appris des tout nouveaux logiciels que personne connaissait parce que les gens venaient juste de commencer à avoir des ordinateurs. Donc j'ai appris Photoshop, j'ai appris Adobe Premiere, des logiciels de montage vidéo. De sortir, Voilà, ça venait tout juste de sortir. Et donc j'ai appris à faire des sites internet et à créer des programmes multimédia. Okay. Et donc ça, en 6 mois, j'ai appris tous ces logiciels et à la fin de cette formation, comme vraiment c'était tout nouveau, je suis devenue formatrice pour ces mêmes logiciels. C'est vrai? Donc j'étais embauchée dans une boîte de formation pour les entreprises où je donnais des formations sur ce que je venais d'apprendre. J'ai fait ça pendant 1 an à Toulouse. À Toulouse, ok. Mais c'était sympa, mais c'était pas ce que je voulais faire. C'était pas mon rêve. Ça m'a quand même permis de vivre quand même, de faire quelques économies. À côté, tu continues à dessiner? Oui, tous les week-ends, tous les soirs. Ouais. C'est obsessionnel ou? C'est un besoin compulsif en fait. Si je raconte pas tout ce qu'il y a dans ma tête, ça s'encombre après. Et puis donc toi, tu dessinais vraiment que au format de la BD. Tu dessinais pas pour faire de l'élu. Oui, c'était des pages avec des cases, oui. Okay. Oui. Uniquement? Oui. Donc à fond. À fond, oui. Et plus tard, donc là, t'es formatrice. Mm-hmm. Plus tard, tu te retrouves à commencer à faire de la couleur un peu? En fait, quand on a démarché les éditeurs avec Guillaume, on avait plusieurs dossiers en cours et le premier dossier qui a été accepté par une grande maison d'édition, les éditions Delcourt, ça a été les Chroniques des Magons. Sur les Chroniques de Magons, Guillaume était dessinateur, j'étais coloriste. Okay. Et en parallèle, il m'a été proposé de mettre en couleur d'autres albums, donc c'était assez facile d'avoir des contrats et ça a permis de payer les factures. C'est vrai sympa, que quand on regarde ton Wikipédia, la liste sur laquelle tu as été en colo, il y en a pas mal quand même. Je tenais un très bon rythme. Disons que en mise en couleur, en bande dessinée, bon, c'est des petits formats, c'est pas comme en manga, c'est du 46, 48 pages. En bande dessinée, j'arrivais à mettre en couleur un album en 1 mois et demi. Et j'étais obligée, en fait. Il y avait des deadlines. Il y avait des deadlines, il y avait dates à respecter parce que sinon ça chamboulait tout. Enfin, il y a certains albums qui étaient prépubliés dans des magazines, donc c'était vraiment très serré. Donc j'avais pas le temps. Donc c'était une époque où je travaillais 15 heures par jour sur l'ordi. Voilà pourquoi maintenant je m'éloigne de plus en plus de l'ordinateur. C'est parce que vraiment 15 heures par jour tous les jours dans le noir, parce que quand tu travailles à l'ordi pour faire de la couleur, il faut pas de variation de lumière. Donc tu es obligé d'avoir toujours la même couleur. Donc les volets fermés, les rideaux fermés, la lumière artificielle, 15 heures par jour, tous les jours, pendant 5-6 ans. Je sais pas. Pour le moral, c'était pas ça top. Fait une belle quantité d'enfermement dans une pièce sombre.
Ce premier manga, enfin cette première BD qui a été acceptée, est-ce que vous l'avez proposé au format BD directement? Les Chroniques de Magon, oui, il a été proposé au format bande dessinée parce que c'était un scénariste qui faisait l'histoire et lui il avait découpé pour ce format-là. Ok. Parce que quand j'ai lu justement ton autobiographie, à un moment donné, il y a une BD qui normalement aurait dû être un manga. Dans les premiers projets que l'on proposait aux éditeurs qui n'ont pas été pris, la remarque qu'on avait très souvent, c'était bon, l'histoire est plutôt intéressante, mais il nous la faut au format franco-belge parce que à cette époque-là, les éditeurs publiaient pas les auteurs français en franco-belge, en manga. Tu fais de la colo pendant quelques années, on l'a dit, mais vient un moment donné où tu passes sur de l'illustration. On est en 2009, ou peut-être que le contrat tu le signes un peu avant, mais la première BD sort en 2009 avec Lily. Oui. Avec Nico Bannister, c'est quelque chose comme ça, non? Bannister, non, c'est un autre dessinateur avec qui travaille Nico. D'accord, ok. Mais effectivement, Bannister s'appelle aussi Nicolas. Ok, je croyais que c'était la même personne, non, du coup. Ils sont deux. Il y a deux Nicolas? Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul Nicolas en France? Je crois qu'il y en a même beaucoup plus que ça. Waouh, vous m'aurez menti. Ça reste à prouver. Ok, donc là tu passes en illustration. C'est ça, je passe dessin et couleur, je continue la couleur, mais dessin, ouais. Et donc j'avais un scénariste qui faisait les scénarios de Lily. Alors particularité de Lily, c'est que c'est une bande dessinée pour les tout petits, pour les 3-6 ans, pour les enfants qui ne savent pas encore lire et qui on l'a écrit de telle manière à ce que à cet âge-là, il n'ait besoin de personnes pour lire leurs livres, qui puissent comprendre en suivant case par case l'histoire. Donc, ça nécessite un scénario qui est vraiment très très simple et très bien construit de manière à ce que ce soit intéressant, mais que ça reste compréhensible pour les tout jeunes. Ok. Et toi, ton style s'y prête? Je pense que le style que j'avais adapté pour Lily, ça a plutôt bien marché. J'ai encore des grands maintenant qui viennent, qui me disent « Je vous ai découvert avec Lily ». Enfin, c'est trop mignon. Tu m'étonnes. J'adore. Tu m'étonnes. Et pour toi, est-ce que c'est un genre de petit passage où tu dis « Ah, ça y est, je fais plus que de la colo ». Oui. C'est... Parce que dans ton livre, justement, la manière dont tu parles de la colo, ça avait l'air pénible à la fin. Surtout parce que, 15 heures par jour, enfermé tout le temps. Je pense que j'ai fait une saturation. Maintenant, ça me détend. À l'époque, j'avais un tel rythme, je devais respecter un tel timing dégoûté que, j'ai eu une petite période où c'était vraiment difficile. Ok. Donc, Lily le salue. Oui. Okay. Ça dure 4 ans, 3 ans, cette histoire? On a fait 4 albums. 4 albums, donc jusque 2011, 2009, 2011. Ok. Et après, on arrive à un peu ce qui nous intéresse, le vif du sujet, là où t'es présente de A à Z. C'est Save Me Pity. Tout à fait. J'ai commencé d'abord en tant que coloriste, ensuite dessinatrice coloriste, maintenant scénariste, dessinatrice coloriste. Le Graal. Coloriste pour les couvertures. Qui sait, demain, peut-être je serai éditrice ou libraire, ou je sais pas. Carrément. Distributrice avec les camions, je sais pas. Et en plus, c'est assez tôt dans l'histoire. Enfin, tu vois, c'est 2012? 2014, c'est City Hall. Ah oui, pardon. Attends, pour moi. Ok. Donc 2014, Save Me Pity. Donc c'est encore assez jeune dans l'histoire du manga en France, etc. Pourtant, t'es accepté sur pas mal de maisons d'édition. Très sincèrement, je suis persuadée que City Hall a fait un gros succès en 2012 et ça a contribué à ce que les maisons d'édition se disent « Ah, mais finalement, il y a un lectorat qui serait prêt à suivre des auteurs français ou européens. Et je pense que ça a fait un changement d'état d'esprit des éditeurs et je suis arrivée au bon moment. Donc je pense avoir eu de la chance. Trop bien. Et tu décides d'aller vers Kana? Parmi tout ce qu'on m'a proposé, c'est ce que je conseille à tous les jeunes auteurs. En fait, vous envoyez votre projet à plusieurs maisons d'édition et vous voyez ce qu'on vous répond. Et effectivement, il y a plusieurs maisons d'édition qui se sont montrées intéressées et parmi les propositions contractuelles, ce qu'il y avait chez Kana, c'était quand même beaucoup plus intéressant, d'autant plus que j'avais déjà travaillé avec l'équipe de Kana quand j'étais coloriste chez Dargaud, c'était la même équipe avec Christelle Voulance. Et ils étaient vraiment très professionnels, très rapides, ils répondaient dans la journée et c'était réglé comme du papier à musique, c'était vraiment très très carré et j'adore. Il y a certains éditeurs qui malheureusement mettent plusieurs mois à répondre. Et quand tu es sur une page et que tu as une question que tu peux pas continuer si on répond pas tout de suite à ta question, c'est un peu compliqué, c'est dommage. Et d'ailleurs, je fais encore référence à cette ce fameux manga autobiographique, mais tu expliques que quand tu faisais de la colo,
comme c'est pas toi entre guillemets le chef de bord, bah un coup ça allait pas, un coup fallait changer, etc., etc. Alors que au manga, toi, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais la manière dont tu présentes les choses, on dirait presque que c'est un genre de paradis, parce que les gens ils disaient que c'était bien, les gens ils t'encourageaient, ils disaient non c'est bon, tu peux prendre 2 semaines de plus. Bah, je pense que c'est parce que Kana, donc comme j'ai signé avec Kana et qu'ils ont la même vision que moi et je pense qu'ils sont fans de ce que je fais et moi aussi je suis fan de ce que je fais, donc je pense que ça a aidé beaucoup, parce que oui, effectivement, quand j'étais coloriste, c'est normal de faire les couleurs qui plaisent à un dessinateur, à un scénariste et à un éditeur, c'est normal, mais quand ce sont 3 personnes différentes et qu'ils ont tous les 3 une vision différente, c'est un peu compliqué pour toi, tu te retrouves au milieu et tu dois faire plaisir à personne sans, enfin bon, c'était compliqué. Écoute, manga c'est cool, en plus ton manga, et ça c'est une folie, il va être édité au Japon aussi. Oui. Comment ça s'est fait cette histoire? Eh bien, en fait, donc quand j'ai fait Save Me Pity, il y a eu les adaptations, ça a été traduit au Japon. Alors que j'étais en train de terminer le dernier tome de Save Me Pity, il y a une éditrice japonaise qui est venue me demander de faire cet album autobiographique. Mais justement, comment se fait que ça avait été traduit déjà Save Me Pity au Japon? Alors là, parce que tu vois, c'est l'humour fin que tu pouvais mettre, c'est surtout quand tu fais de l'humour, tu vois, les cultures, ça pèse vachement sur l'humour. Oui, et je suis d'accord. Oui, c'est pas toujours facile à traduire l'humour. Là, très sincèrement, c'est une question qu'il faudrait poser à l'éditeur. C'est en fait, ce sont les éditeurs qui sont en charge de présenter les albums aux autres pays, que ce soit l'Espagne, le Japon ou d'autres pays. Et donc, je pense que la personne en charge de faire ma promotion a très bien travaillé. Et donc, ça a fait un écho auprès d'éditeurs au Japon, ça leur a plu, ou ils ont trouvé ça intéressant, ou ils ont trouvé ça suffisamment différent pour que ça puisse plaire à un public japonais, et voilà. Donc là aussi, j'ai eu beaucoup de chance. T'aurais pu t'imaginer ça, par exemple, en genre 2005, 10 ans après, tu sois édité au Japon? Mais pas du tout, mais jamais, non. Moi, je me lance dans des projets en me disant, je me lance parce qu'il faut me lancer, mais j'imagine jamais que ça va marcher. Je le fais parce que si je le fais pas, j'ai toujours des regrets. Il vaut mieux faire et que ça marche pas plutôt que ne pas faire. Mais non, c'est du bonus, c'est du gros bonus, c'est des gros cadeaux de la vie. Trop bien. Et bon, pour faire un peu l'instant promo, mais Save Me Pity, c'est en gros l'histoire de Pity qui travaille pour un temple. Le temple, c'est de Apollon. Apollon, oui. Un jour, Apollon vient un peu la draguer, elle le refoule, elle se retrouve maudite. La malédiction, c'est qu'elle peut voir l'avenir. Elle va se retrouver avec la même malédiction que la princesse Cassandre dans la guerre de Troie. C'est-à-dire que comme la princesse Cassandre, elle va pouvoir prédire l'avenir, mais elle ne va prédire que des catastrophes. Et surtout, personne ne va jamais la croire. Donc, t'imagines, attention, il y a un gros raz-de-marée, il faut partir. Mais elle est toute seule à essayer de sauver tout le monde et tout le monde lui rit au nez. Ok, trop bien. Est-ce que toi, au-delà de la culture japonaise, la culture grecque, ça t'intéresse aussi? Ah oui. En fait, j'ai choisi de placer ma première histoire que je scénarisais dans l'univers de la mythologie grecque parce que justement, c'était un univers que je connaissais bien et que depuis toute petite, ça m'avait dans la lecture, passionné, dans tout. Ok, grosse inspi. Ouais. Trop bien. Et donc, si on reprend le cours de notre histoire, là, il y a un éditeur japonais qui te démarche pour avoir. Mais ça, c'est hyper lunaire quand même. Oui, tout à fait. Il y en a pas beaucoup en France des personnes qui ont eu cette opportunité. Oui. Là aussi, méga chance. Méga chance. Oui. Parce que ça, du coup, ils te repèrent grâce à Save Me Pity? Je pense oui quand même, parce qu'ils n'auraient pas posé ça à quelqu'un qui n'aurait rien fait. Mais je recherchais un auteur qui pourrait raconter son parcours et qui lui aurait fait choisir le manga plutôt que la bande dessinée française, alors qu'il n'était pas japonais. Donc c'était moi. Et c'est dur de dessiner son histoire? Oui et non. En fait, au début, tu te dis, une autobiographie, c'est un truc qu'on fait genre à 60, 70 ans, quand on a eu une longue carrière, tout ça. Qu'est-ce que je vais dire? Ça va pas être drôle. Et puis on en a discuté avec mes éditeurs chez Kana, et puis on a fait un petit ping-pong de toute ma vie, toutes les étapes, et puis je me suis rendu compte que j'avais plein de bêtises à raconter, même des bêtises que mes parents ne connaissaient pas et qu'ils ont découvert en lisant l'album. Le truc de Cat Eye. Oui, voilà, l'épisode de Cat's Eye en plein milieu de la nuit avec mes petites sœurs. C'est papa, maman.
Incroyable. Tu prends plaisir à faire cette BD? Oui, ouais. Enfin, ce manga? Ouais, je me régale. Ça te prend combien de temps? Alors, à l'époque de Save Me Pity, j'arrivais à faire un album entre 6 à 8 mois par album. Maintenant, c'est plutôt 10 mois, 1 an. Parce que ça, c'était en 2019? Fin 2012. Puisqu'il est sorti en 2014. Non, je veux dire la BD. Par le pouvoir par le pouvoir des dessins animés, je l'ai fait. Alors ça a été un peu lent, ça a été de 2016 à 2019, ça a été très très lent parce que comme c'était pour le Japon, il y avait énormément de ping-pong parce que comme on disait tout à l'heure, l'humour ça passe pas forcément. Il y a des problèmes de culture, des trucs de culture qui font que nous, quelque chose va nous faire rire et pas du tout les Japonais et vice versa. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'ajustements pour faire en sorte que ça soit drôle au Japon comme ici puisque c'est sorti en Europe aussi. Bien sûr, heureusement. Oui, oui, quand même. T'en profiter. Bah oui. Trop bien. En plus, dans cette autobiographie, tu parles d'un autre projet sur lequel tu as pu travailler, qui est un hommage à... Oui, Osamu Tezuka. Osamu Tezuka. Oui. C'est pareil, ça, c'est pas commun, tu vois. Alors là, un peu plus. En fait, c'est le Tezukomi, c'est un magazine qui est donc publié au Japon, qui se veut hommage à Osamu Tezuka et en fait qui va dans chaque magazine tu vas avoir plusieurs auteurs à travers le monde qui ont repris des histoires de Osamu Tezuka, des univers. Donc tu as du Black Jack, du Princesse Saphir, du Roi Léo, du Astro Boy, voilà, il y en a beaucoup des séries de Osamu Tezuka, donc il y a de quoi faire. Et donc dans ce magazine, tu vas avoir des histoires courtes à chaque fois avec des styles différents, des univers différents, des nationalités différentes. C'est très intéressant, ça a été super de travailler dessus. Pourquoi? Comment tu vois, genre comment c'est que parce qu'encore une fois on est venu vers toi pour ça, non? Oui, tout à fait. Comment, pourquoi? C'est à la personne qui est venue vers moi qu'il faut poser la question. Moi je suis là, je sais même pas. Ok. Ça me va. Tout à l'heure tu me disais ce que tu dessines c'est ce que t'aimes lire. Oui. Là tu sors un nouveau manga qui sort là, dans quelques semaines. Dans quelques semaines, là. Qui sort dans quelques semaines, qui s'appelle Myrtis. Oui, Myrtis, pardon. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre Save Me Pity, qui maintenant date d'il y a 10 ans, et ça? Parce que dans tes lectures, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé qui fait que ça... C'était pas il y a 10 ans, c'était hier. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'était hier. C'était en même temps que 94. Oui, mais je pense que mon graphisme a un peu évolué. Quand même, ma façon de raconter les histoires a un peu évolué aussi. Après, je pense que dans les délires, je reste assez fidèle à moi-même. Ouais, je pense que j'ai fait du level up en graphisme et en storyboard, et je suis restée constante sur les délires que j'avais dans ma tête. Et je trouve qu'il y a un gros point commun entre les deux. Au-delà du fait que ce soit une héroïne, tout ça, c'est une chose, mais surtout que dès le premier chapitre, l'histoire elle a commencé. En fait, on pose à chaque fois, la première fois c'était une fille qui travaille dans un temple, elle arrive, met un vent à un dieu et du coup elle se fait maudire. Et là, c'est une fille, chapitre 1, elle refuse d'obéir à ses parents, elle se retrouve pareil dans une genre de malédiction, qui est pas une malédiction, un sort ou quoi que ce soit, mais elle doit fuir sa condition de princesse. Et directement après le chapitre 1, l'histoire elle est lancée, tu vois. Et ça c'est fort en vrai quand même. Je pense que... Ce que je veux dire, c'est que tu mets vite les bases de l'histoire. Je pense que c'est important de mettre vite les bases parce que on n'est pas comme au Japon où on peut prendre son temps sur 15, 20 tomes. Bon, certains auteurs y arrivent, c'est génial. Mais pour des auteurs débutants ou qui ont un peu moins de renommée, il faut pouvoir faire une histoire vraiment en au moins 3 tomes. Après, si ça marche, on peut avoir un nouvel arc. Mais il faut savoir que voilà, si vous êtes auteur débutant, prévoyez pas une série plus longue que 3 tomes, sinon les éditeurs vous suivront pas, en tout cas au début. Ouais, bien sûr. Donc c'est important de savoir vite rentrer dans l'histoire et de vite trouver les intérêts et voir qu'est-ce qui va nous plaire dans cet univers-là pour pouvoir suivre la lecture ou pas si ça nous plaît pas. Mais carrément, moi je trouve ça assez fort parce que même si t'avais voulu finir l'histoire au bout du chapitre 2, ça aurait été possible, tu vois, tu trouves un gag de fin et ça passe bien. Et je crois que c'est aussi le point fort un peu des mangas qui sont dans un style orienté comique. Ça peut être comme Reborn, je trouve que c'est un bon exemple, où pendant longtemps ça fait des gags et après seulement ça prend une orientation peut-être un peu plus sérieuse, etc. Et ça c'est fort parce que c'est une histoire que t'as un périple,
et tu peux tellement le faire aller à droite à gauche du chemin principal. Enfin, c'est assez cool, j'aime beaucoup. Dans ton autobiographie, encore une fois, on y revient. Bon, déjà, tu parles des journalistes, mais ça, c'est une autre histoire. Mais surtout, tu parles des personnes que tu vas rencontrer, qui sont pas du milieu de la BD ou du manga, et qui te posent des questions qui sont un peu des questions chiantes. Alors moi, je vais te reposer les questions. Tu pointes sur le négatif parce que je parlais aussi du positif, hein, attention. Oui, non, mais je parle pas des journalistes. Je parle des gens qui sont qui disent par exemple. Justement, je voudrais que tu répondes à ces questions parce que je pense qu'il y a plein d'auteurs ou de personnes qui veulent évoluer dans ce milieu qui savent pas comment y répondre. Et du coup, je voulais voir comment toi tu prenais ton point de vue. Une petite masterclass pour répondre aux questions embêtantes. Qu'est-ce que tu dis quand on te dit, mais c'est quoi ton vrai travail? Alors, petite anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps sur Twitter. Je suivais une mangaka japonaise, je me rappelle plus le nom. Elle se plaignait de la même chose. Ok. Une mangaka japonaise. Quand on me demande, je te disais avant l'interview que souvent j'oubliais la question pendant que je répondais. Oui. Là, c'est le cas. C'était quoi la question déjà? La question, c'est quoi ton vrai travail? Mon vrai travail, c'est de répondre à des questions. Ok. Voilà. Et d'oublier la question pendant que je réponds. Là, c'est une arnaque ce que t'es en train de me faire. Ouais. Ouais. C'est vrai. Donc tu réponds pas à cette question? Si, je viens de répondre. Wow. Ça marche. J'en ai d'autres, hein, donc allez, vas-y, je suis chaud. Mais du coup, comment tu gagnes ta vie? Un Bomberman. Un Bomberman. Ce que je veux dire par là, c'est des questions qui sont vraiment pas faciles à répondre. Je crois que la plus difficile, ça a été, on me l'a déjà posé plusieurs fois, mais ça fait quoi d'être une femme dans ce milieu-là? Ce à quoi je réponds, personnellement, je n'ai jamais été un homme, donc je ne peux pas comparer. Ok. Donc il faut poser cette question à quelqu'un d'autre. Fair enough. Voilà. Ça marche bien. Trop bien. Là, on va arriver un peu plus sur des questions que j'ai élaborées. Ils sont un peu moins dans ton histoire, mais festival de BD ou convention manga? Eh bien, je suis désolée, je vais répondre des deux. Pourquoi? Parce que convention manga, je vais retrouver mon public. Ouais. Festival de BD, je vais chercher un public en plus. Ok. Qui n'a pas l'occasion ou qui ne connaît pas les conventions manga, qui du coup ne pourrait pas me découvrir si je n'étais pas en festival BD, mais il y en a de plus en plus qui sont curieux, donc je fais des deux. D'ailleurs, pour la sortie de Myrtis, je vais sortir pratiquement tous les week-ends en festival, convention, en librairie, et je vais faire. C'est fatigant ça? Ça va être assez fatigant parce que il faut compter minimum 4 heures de train. La moyenne, c'est plutôt 5 à 7 heures de train, voire quelquefois j'ai dû 11 heures de train. Ouais, okay. 11 heures? Ouais. Mais tu vas où avec 11 heures de train? Je sais plus, c'est loin. Mais c'est pas des directs, hein. T'as des arrêts et puis il faut pas... Sinon, c'est quoi? C'est un direct, t'arrives où, à Oslo ou... Non, je crois que c'est pour la Suisse. Ok. Je crois, je sais plus. Ok. C'est plus rapide d'aller à Paris que d'aller en Suisse. Oui, parce que tu prends le train à Montpellier et puis c'est un petit direct. Non, même à 7, direct. Ah ouais, 7 Paris, ça existe? 7 Paris, 3h30. C'est vrai? C'est plus rapide que pour aller à Nice, je te jure. C'est fou. Ah ouais, c'est fou. Donc, ok. Heureusement qu'il y a beaucoup de conventions à Paris, alors. Oui, c'est ça. Ok, trop bien. Mark Landers ou Vegeta? Oh, fou, non mais voilà quoi, demande-moi si je préfère mon fils ou ma fille aussi, enfin, ça se fait pas, ça. Vegeta. Vegeta? Ouais, Vegeta. Avec la moustache ou sans? Vegeta n'a jamais eu une moustache, tu dis n'importe quoi, faut arrêter les délires, monsieur. Ok. La couleur ou l'illustration? L'illustration. T'as encore des contacts avec Miyako? Oui, bien sûr. Encore, il y a 2 jours, on discutait sur Discord. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit des bêtises. Non, si, elle me disait qu'elle voulait que je lui envoie Myrtis. C'est vrai? Ouais. Vous parlez en anglais ou en japonais? En français ou en japonais, pardon? Les deux. Ok. Les deux. Stylé. Mais elle est beaucoup plus forte en français que je ne le suis en japonais. Mais déjà, tu parles japonais? Un petit peu. Sukoshitake dekimasu. Allez. Disons qu'en restaurant, je me débrouille et c'est l'essentiel. C'est vrai. Est-ce que t'as déjà été au Japon pour dédicacer? Non, mais j'aurais trop aimé. Non. Peut-être demain. Ouais. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? T'as une particularité. Je l'ai dit au début.
Tu dors peu? Tu préférerais le matin ou le soir? Le matin. À 5 heures? Ouais. Ah ouais? Ouais, mais des fois plus tôt. Bah, disons que je me réveille naturellement très tôt. Depuis toute petite? Non, ça s'est accéléré avec le temps. Ok. Et le matin, bah, tout le monde dort, mais jusqu'à tard en fait chez moi. Donc c'est un moment où j'ai la maison que pour moi. Il y a aucun bruit. Il y a pas maman, j'ai mis ça où? Maman, j'ai mis ça où? Donc je peux me concentrer et voilà, non, c'est royal pour moi le matin. Trop bien. Est-ce que Kana te donne des fausses deadlines? Alors, officiellement, ils ne l'ont jamais dit, mais je pense que oui. Okay. Au début, pour Save Me Pity, ils devaient me dire des deadlines et puis finalement, j'avais un peu plus de temps. Okay. Oui, je soupçonne fortement. T'as donné des ateliers de manga. Oui. Y a des jeunes qui pensent que c'est facile la vie de mangaka et que ça gagne bien sa vie. Tu réponds quoi? Une fois, j'avais, je pense, il devait être en 3e, 4e. Un petit haut qui me demande, qui était très motivé pour faire le même métier que moi et qui me demande combien je gagnais. Et quand je lui ai dit et que je lui ai surtout dit en fait le temps de travail que ça demandait, il disait que j'avais pas de week-end, j'avais pas de vacances, tout ça. Et il a dit ah ouais non finalement non. Mais je préfère que tous les aspirants mangaka ou autres qu'on sache exactement dans quoi on va se lancer plutôt que se lancer et puis finalement se dire ah non mais ça c'est un truc vraiment rébarbatif, je peux pas faire ce métier. Carrément. Voilà, donc je préfère tout dire. Les bons côtés comme les mauvais côtés d'ailleurs. Ouais, t'as bien raison. T'as un processus de création qui est quand tu écris pas dans ton bureau? Si. C'est très difficile d'écrire dans mon bureau. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est à côté du bureau de Guillaume et que Guillaume il parle. Ah ouais? Ouais, sans arrêt. C'est vrai? En fait, je suis extrêmement sensible. Pour ceux qui connaissent pas, Guillaume, c'est celui qui fait aussi City Hall. City Hall, Booksters, la Brigade Temporelle, les légendaires sagas. Ouais. En ce moment, c'est les légendaires. Très, très prolifique. Et il parle beaucoup. Ah ouais? Et moi, je suis vraiment extrêmement sensible, mais pour tout, que ce soit lumière, son, odeur et les bruits. Donc, dès que j'entends quelqu'un qui chuchote, là, comme on entend. Et en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller dans un endroit où il y a aucun bruit. Donc, soit je me mets un casque anti-bruit avec des bouchons d'oreilles. Ah ouais, bouchons d'oreilles dans le casque? Ouais, les deux. C'est un combo que je connaissais pas. Sinon j'entends. Sinon, c'est que les bouchons j'entends, que le casque anti-bruit j'entends. Je suis obligée de mettre les deux. Soit je prends ma voiture et je pars dans la nature pour écrire. Je fais ça pour l'écriture, pour les textes et les histoires, et pour le storyboard. Après, une fois que je passe au crayonné et à l'ancrage, j'ai plus besoin de mon cerveau. Donc, je peut y avoir plein de stimulation, il n'y a pas de problème. Trop bien, trop bien. Justement, on a un peu parlé de Guillaume. Quelle technique ancestrale faut-il utiliser pour faire comprendre à Guillaume qu'il te plaît? Ça a été très très long, très fastidieux. Disons que je ne comprends pas pourquoi il s'imaginait que je n'étais pas intéressée par lui, alors que j'étais tout le temps en train de le taquiner, de lui piquer ses crayons, de l'inviter. Alors au début, je voulais pas lui faire peur, donc je l'invitais avec les potes pour qu'on soit tous ensemble. Mais non, il voulait jamais. J'ai été obligée un jour de l'embrasser directement et je crois que là il a compris, je pense. Tu penses que signoter assez fort? Je crois que là, oui, ça dû lui mettre la puce à l'oreille. Est-ce que ça aide d'être tous les deux dans le même milieu? Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on se comprend, on comprend le rythme de l'autre, on comprend qu'on est obligé de travailler beaucoup. Les inconvénients, c'est que on a peut-être besoin quelquefois de se sortir du travail. Et là, on est tous les deux dans le travail, mais tout le temps. Mais bon, je pense quand même qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ta fille aussi, elle veut faire mangaka plus tard? Alors, elle a 17 ans, donc ça change beaucoup. Mais très sincèrement, qu'elle fasse du manga, de la bande dessinée ou autre chose, elle a tellement plus de capacité que ce qu'on avait à son âge. Ah ouais? C'est très énervant. C'est très très énervant. Ah ouais, à ce point-là? Alors elle travaille beaucoup, c'est pas, ça lui vient pas comme ça. Ça existe pas le don. Il y a que le travail. Elle travaille beaucoup, mais ce qu'elle fait, c'est énorme. Donc que ce soit BD, manga, autre, prenez peur, elle arrive. Ah ouais, à ce point-là? Trop fort. Est-ce que vous devez avoir une influence à ce niveau-là?
Je pense indirect forcé. En vrai, c'est... Je pense que ce qui lui plaît, c'est de pouvoir créer, elle aussi, ses univers, pouvoir raconter ses univers. Je pense que c'est ce qui lui plaît. Effectivement, elle a eu les exemples sous ses yeux toute sa vie de ça. Nous qui étions tout le temps derrière notre bureau. Et puis, si elle a cette volonté ou cet attrait pour le dessin de manière générale, c'est qu'elle vous voit aussi épanoui dedans. Enfin, si elle vous voyait malheureux dans le secteur, je pense qu'elle aurait peut-être pas le... Je pense, oui. Donc, t'es épanoui aujourd'hui ? Ouais. Très sincèrement, je ne ferais aucun autre métier. C'est même actrice. Bon, vous pouvez venir me démarcher, je ferai peut-être un rôle ou deux, il y a pas de problème. Mais je reviendrai vite au manga. On va arriver un peu sur les questions de fin du podcast. La première, et t'as pas le droit de dire la réponse que tu donnes tout le temps. Parce que tu donnes toujours la même, du coup. D'accord. C'est une recommandation d'un contenu à consommer, que ça soit lecture, vidéo ou peu importe. Mais si c'est un manga, t'as pas le droit de donner ta recommandation habituelle. Donc, j'ai pas le droit de dire cette grande autrice qui a été élue Grand Prix à Angoulême. T'as pu la rencontrer ou pas ? Non. Parce qu'elle est venue du coup, ou il y a eu le Covid ou... Non, c'était avant le Covid, mais elle n'a pas pu venir. Rumiko Takahashi n'est pas venue en France. T'as pu la glisser. Elle ne pouvait pas se déplacer. J'ai été très triste, mais j'étais tellement fière qu'avec les autres auteurs, on a réussi à les lire. La première mangaka, la première femme Grand Prix d'Angoulême, quand même, c'est pas rien. Donc ma recommandation, manga ou ce que tu veux. Terry Pratchett. Terry Pratchett, l'auteur de toute une série de livres. La série s'appelle Les Annales du Disque Monde. C'est une série, en fait, ce sont des romans fantastiques où chaque roman, tu peux les lire tout seul ou tu peux les lire à la suite parce que tu retrouves des personnages qui évoluent. Et c'est de l'humour fantastique. Et vraiment, c'est très très drôle. Et ce gars-là, qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement, est tellement talentueux que quand je lis ces livres et que je les relis parce que c'est du bonheur, il y a des moments où je ris. Où vraiment, on m'entend dans toute la maison, je crois qu'on m'entend dans toute la ville, je ris tellement fort parce que c'est trop fort ce qu'il écrit, trop drôle. Il y a d'autres moments où il me fait pleurer parce que c'est émouvant, c'est poignant, ou alors c'est d'une telle sagesse que je me dis, mais s'il y avait plus de gars comme ce mec sur Terre, on se porterait tous mieux. Donc j'ai une très grande admiration pour Terry Pratchett. Terry Pratchett. Et est-ce que ça t'inspire dans ce que tu peux faire? Parce que c'est difficile, c'est un style un peu différent peut-être. Je l'ai découvert assez tard, j'avais déjà terminé Save Me Pity. Entre-temps, j'ai fini tous ces albums. Donc, si ça doit m'influencer, ça m'influencera certainement plus pour les années suivantes. Mais quand j'écris, j'essaie de pas être influencée par mes lectures récentes. D'accord. Parce que je pense que c'est bien de laisser les digérer. Ouais. Ok. Et parce que là, t'as fait un frigo ou pas pour ton nouveau projet? un très gros frigo en fait. J'avais terminé le premier tome de Myrtis en 2020. Ah ouais? Oui. Alors après, ça fait long là quand même. Ça fait peut-être 2020. Et c'est chez Kana encore. 2021. J'arrive plus à calculer, mais ça fait un long frigo. Mais là, je suis en train de terminer le tome 3. Je suis vraiment sur les finitions, donc les 3 tomes vont sortir en 2024. Ah, les 3 ils sortent en 2024? Oui, mars, mai, juin et octobre-novembre pour le 3. Et là, le fait que tu aies déjà travaillé avec Kana, série et l'autobiographie, est-ce que tu as envoyé un dossier que à Kana ou tu as continué à envoyer à plusieurs... Oui, cette fois j'ai envoyé que à Kana parce que déjà dans les contrats tu as une clause de préférence où tu es censé présenter ton prochain projet à cet éditeur-là en priorité. Si tu as déjà travaillé avec lui. Voilà. Et je pense que ça se retrouve dans tous les contrats. Hein. C'est pareil pour tous. Et après, si on n'est pas d'accord sur la proposition de l'éditeur ou si on trouve mieux ailleurs, on est tout à fait libre d'aller ailleurs. Mais moi, j'étais tellement satisfaite de nos collaborations, de point de vue de suivi, donc d'album, comme je disais, comme du point de vue de promotion, ce qui est très important, la promotion d'un livre. J'étais vraiment très satisfaite, donc j'ai pas eu l'envie d'aller voir ailleurs. Et justement,
justement, pour toi, c'est quoi une bonne promotion d'un livre? Une bonne promotion, c'est quand il va y avoir une bonne couverture médiatique, quand les journalistes vont tous recevoir l'album, même en PDF en avance, quand ils vont contacter plein de salons, de librairies, de conventions, quand même l'éditeur quelquefois prend des stands dans des conventions ou des salons du livre, voilà, tout ce qui permet la visibilité, tout ce qui est interview, que ce soit radio, internet, j'ai eu des télés des fois, j'étais une quiche à la télé, c'est une catastrophe. Mais bon, apparemment c'est bien passé, mais moi à l'intérieur j'étais comme ça. Ouais. Mais voilà, c'est très important, ça permet de mieux faire vivre le livre et savoir que au moins on existe, parce qu'il y a tellement d'albums qui sortent que on peut passer tout à fait inaperçu sans promotion. Carrément. Et je vais revenir un petit peu en arrière, mais Save Me Pity, il y a 5 tomes. T'aurais voulu faire plus? Alors au départ, je l'avais prévu en 3 tomes parce que, comme j'avais dit, une première série en 3 tomes. Mais j'avais prévu un rebondissement et de développer l'histoire davantage si jamais ça prenait. Kana m'a dit d'y aller pour 2 albums de plus. Ok. Mais t'avais pas prévu de base, toi, de faire ça une très très longue série ou... Parce que je crois que c'est un objectif, ça, de faire une très très longue série. Oui, mais peut-être qu'il va falloir... c'est difficile de répondre. Elles sont difficiles, ta question. En fait, j'ai toujours la possibilité de faire des séries plus longues. J'ai toujours possibilité de faire des arcs, de rajouter des personnages, de faire des péripéties, surtout en humour. C'est tellement facile de faire arriver des nouveaux trucs. J'ai en tête plusieurs scénarios, plusieurs pistes que je peux explorer, mais je serais satisfaite si l'histoire prend en un arc ou 2 déjà. Parce que de toute façon, j'ai aussi plein d'autres histoires en tête que je veux aussi raconter. Dans d'autres univers. Voilà, dans d'autres univers. Donc et justement, tu vois, quand on est un auteur qui a une carrière comme la tienne, c'est-à-dire t'as eu plusieurs séries, t'as signé sur d'autres albums à côté, t'as fait de la colo, t'as fait plein de trucs. Est-ce qu'on est un peu plus serein? Tu veux dire comme avec le bec et les plumes jaunes? Waouh. Non. Bah si, quoi. Je suis humoriste. Ouais, c'est vrai. Théâtre, humour, ouh là là. Alors, je vais te dire que non. Être confiant et serein, ça fait pas partie de ma nature. Je fais semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est les méga chocottes. Ah ouais? C'est peut-être ça aussi qui m'aide à trouver plein d'idées, me permet de rebondir et de trouver de l'intérêt dans ce que je fais. Je crois que si j'étais trop sereine, peut-être que je m'ennuierais aussi, je sais pas. Mais non, je suis méga flippée à l'intérieur. Ouais, parce que tu te dis que ça se trouve demain t'as plus de série ou... Alors, c'est quoi les inquiétudes? Non, les inquiétudes, c'est plus, est-ce que je vais être assez drôle? C'est surtout ça. Est-ce que ça va être assez drôle? Est-ce que ça me fait assez rire, moi, déjà? Parce que au moins, ça fait rire une personne, c'est déjà ça de prix. Et voilà, est-ce que ça va faire rire les gens? Et est-ce que je vais réussir à me renouveler mon humour? Et pour l'instant... j'ai plein de choses qui s'accumulent dans ma tête et j'ai plein de carnets d'histoires. Ouais, j'allais te demander comment tu stockes toutes ces idées. J'ai un carnet par histoire et j'en ai plein. Avec un jour, je vais me retrouver ensevelie sous mes carnets. Avec des récits, des blagues, des tout. Oui. Soit des personnages, soit je trouve plus mes mots, des mises en place, enfin des situations, voilà. Soit juste des phrases ou juste des actions bizarres, ouais. Donc là, il y a du stock. On a de quoi faire. Trop bien. Ça, c'est trop bien. Donc je vais te demander la dernière question. Oui. Tu vas pas l'aimer, hein. Aïe. Je te préviens, tu vas pas l'aimer. Aïe, attention, c'est moi qui te nourris ce soir. Hein. Ouais, donc c'est la fin du podcast. Non, vas-y, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur, j'ai une tronçonneuse. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est une question que je pose vraiment à tout le monde et après, t'es libre de donner la réponse que tu veux par rapport à ça. C'est un conseil. Ça peut être un conseil de mangaka ou un conseil sur n'importe quoi, un conseil de maman, un conseil de ce que tu veux. Ah, bah ça, je sais faire ça, les conseils, je sais faire. Je suis une maman. Non mais double conseil. Si vous voulez écrire des histoires et être originaux, c'est mieux. Déjà, avoir sa propre originalité, c'est mieux parce que si on copie trop ce qui existe déjà, à quoi ça sert d'aller lire vos histoires puisqu'elles existent déjà ou en similaire. Donc pour avoir votre propre originalité, je pense qu'il est très important de lire énormément de choses, que ce soit manga, BD, comics, des romans, de voir des séries, des films. Je pense que c'est vraiment très très important d'avoir une grande culture. Ouais. Alors je vous dis pas de lire des trucs qui vous ennuient, hein. Il y a tous les médiums, il y a des sujets qui vont vous intéresser et d'autres non. Vous lisez ce qui vous intéresse, mais voilà, essayez de lire des choses
choses très différentes et qui vont vous nourrir et qui vont vous aider à recréer vos propres histoires, vos propres univers, vos propres personnages. Donc ça, c'est la partie conseil création. Maintenant, le conseil maman. Le conseil Deux conseils maman. Pas de nuit blanche. Ok. C'est interdit les nuits blanches. Ça peut être attractif parce qu'on se dit ouais non mais là j'ai trop de boulot. Si je fais une nuit blanche ça va être fini et puis après c'est bon je vais me reposer. Sauf que le corps il se rappelle de ça et le corps après il vous le fait payer. Donc pas de nuit blanche. Faites des nuits courtes s'il le faut, mais dormez toutes les nuits. Et le dernier conseil, mais alors là c'est vraiment le conseil de la maman. Il faut se tenir droit. Ah, moi, je suis penché depuis tout à l'heure. Droit. Oh, ça va encore. Ça va. J'en ai vu des plus voûtés. Il faut se tenir droit parce que, pourquoi? Parce que quand on est dessinateur et qu'on est cloué au lit par un lumbago 10 jours par mois, tous les mois, c'est très difficile d'avancer ces pages. C'est ça? Très, très difficile. Moi, non. Parce que je me tiens droite. Ok. Mais j'en connais d'autres dont je ne tairai le nom qui qui ont eu des problèmes de dos. Ça va mieux récemment. Ça va mieux. Très bien. Et justement, tu dis pas de nuit blanche. Mais tu travailles très tard et tu te lèves très tôt. Alors, je me suis calmée là-dessus aussi. J'avoue, j'ai eu une petite période au début de Myrtis où effectivement j'ai été rattrapée. Mon corps m'a dit non, ça va pas. Tu dors pas assez. Et depuis, je dors un peu plus. Donc c'est combien? C'est quoi une moyenne? J'avoue, quand j'arrive à dormir 6 heures, je suis contente. Ah ouais, c'est quand même pas beaucoup. J'étais tombée à 3h30 et ça, c'était très, très mauvais. C'est très, très mauvais. Il faut pas faire ça. Mais c'est quoi? C'est genre, pourquoi tu dormais? Parce que tu voulais travailler? Parce que t'arrivais pas? Parce que j'étais méga flippée. Ah ouais? Mais parce que, en fait, j'ai le genre de cerveau qui s'arrête jamais. Ouais. Et donc, quand j'allais me coucher, il m'arrivait d'être réveillée soit par des idées, soit par des questions, soit par des inquiétudes. Et une fois réveillée en plein milieu de la nuit, mes inquiétudes, elles tournaient en boucle et j'arrivais pas à mettre mon cerveau en off. Maintenant, j'y arrive un peu mieux, donc j'arrive à dormir davantage. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Ah, c'est marrant, tu reflètes pas du tout cet aspect grosse prise de tête, etc. C'est parce que j'ai envie justement d'être plus légère, plus joyeuse pour me faire du bien à moi et pour faire du bien aux autres en fait. Ouais, je comprends. Et je retiens moi, là on va arriver vraiment sur la toute fin de l'interview et je retiens deux choses. De une, tu disais que t'allais bégayer ou quoi que ce soit, mais c'est totalement faux, pas une seule fois. Ah parce que je me sens tellement bien avec toi. Waouh. Ouais. Et la deuxième, c'est qu'il y a une seule fois où t'as oublié la question. Oui. Et en plus, je pense que tu l'as fait exprès. Oh oui, exactement. Oui, j'ai vraiment fait exprès. Oh, comme tu m'as mise à percer à jour. Ah, t'as vu, l'actrice. Ah ouais. Oh, c'est une catastrophe là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Elsa. Mais merci à toi. Et puis, on souhaite que du succès à ton prochain manga. Merci. Trop bien.